Le rapport semestriel de la Banque mondiale sur les économies africaines est disponible. Selon les enquêtes menées par la Banque mondiale, l'économie en Afrique subsaharienne va connaître un rebond. Un rebond qui sera soutenu par l'augmentation de la consommation privée et la baisse de l'inflation. Le rapport prévoit que cette croissance s'accélérera, passant d'un creux de 2,6% en 2023 à 3,4% en 2024. Cependant, la reprise restera fragile en raison de l'incertitude de la conjoncture économique mondiale, de l'augmentation du service de la dette, des catastrophes climatiques fréquentes et de l'escalade des conflits et de la violence. Au Togo, les prévisions de la Banque mondiale sont globalement plus positives. Le taux de croissance devrait ralentir légèrement pour atteindre 5,1% en cette année 2024 sous l'effet des efforts d'assainissement budgétaire, de la faiblesse de la demande extérieure et de l'incertitude régionale. Quant à l'inflation, les autorités publiques espèrent une poursuite de la tendance baissière amorcée depuis l'an dernier. Depuis 2020, le Togo s'est lancé dans la lutte contre la pratique du commerce illicite et la contrebande. Le pays avait mis en place un système automatisé de marquage SAM afin de combattre toutes les pratiques commerciales illégales. La commission mise en place à l'époque pour effectuer l'opération bénéficie depuis la semaine dernière d'un autre comité technique. Ce nouveau comité sera désormais chargé de la mise en œuvre de la solution automatisée de marquage. Sa mission est de lutter contre les fausses déclarations et la concurrence déloyale. Composé d'experts de l'Office togolais des recettes OTR et du ministère du Commerce, le comité a aussi pour objectif principal de promouvoir l'économie légitime, sans oublier de veiller sur la santé de la population en lui évitant de consommer des produits falsifiés, fabriqués hors normes. Pour rappel, le système automatisé de marquage des produits est une solution de suivi et de traçabilité à l'aide des timbres sécurisés pour lutter contre les pratiques illicites, la contrebande, les contrefaçons et de protéger les consommateurs et les industries légitimes. Selon l'OTR, le manque à gagner dû au commerce illicite et à la contrebande s'élève chaque année à près de 15 milliards de francs CFA. Pour l'année 2024, le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a obtenu un budget prévisionnel de plus de 190 millions de francs CFA. Ce financement est pour la 4e fois consécutive le plus élevé de tous les ministères du gouvernement togolais. Le budget de cette année surpasse celle de l'année antérieure de 9%. Il s'élevait à 175 milliards de francs CFA en 2023. Selon le dit ministère, ce budget servira à créer un système éducatif inclusif, exempt de discrimination, respectant les droits et garantissant des opportunités d'emploi pour les diplômés. Rappelons que l'objectif poursuivi par le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat est la construction de 30 000 salles de classe d'ici 2030. Pour le premier trimestre de l'année 2024, le Centre national de transfusion sanguine connaît un bilan évolutif. Le CNTS a enregistré 516 poches collectées en janvier, à 694 en février et 1197 en mars 2024. Ce bilan est en hausse comparativement à celui de la période similaire de l'année précédente, soit une augmentation de 136% en janvier, 123% en février, puis 186% en mars. Malgré ce bilan satisfaisant, le CNTS compte atteindre un total de 50 000 poches à échéance de décembre 2024. Pour atteindre cet objectif, le Centre national de transfusion sanguine a mis en place des postes de collecte et distribution qui sont des démembrements du centre. Ces postes ont pour but la sensibilisation, la promotion du don de sang et l'organisation des activités de collecte chez les donneurs volontaires. Elles comptent également sur l'implication de la population afin d'y arriver. Rappelons que pour l'année 2023, le Centre national de transfusion sanguine a connu une pénurie de sang et que seulement près de 70% des besoins en sang ont été couverts.
Des dizaines de volontaires se sont rassemblés samedi à Lagos à l'approche de la Journée mondiale de la Terre 2024. Cette initiative vise à attirer l'attention sur la nécessité de la protection de l'environnement. La militante écologiste et responsable des projets Susi Vibes, Sonia Ugwuna, souligne l'importance de cette action pour la survie de notre espèce. Nous n'avons pas besoin d'attendre des jours comme la Journée mondiale de la Terre pour devenir plus conscients de notre environnement. Cette planète est tout ce que nous avons. Et si nous n'unissons pas nos efforts pour garantir un avenir durable, personne d'autre ne le fera. Susi Vibes, un important groupe de défense de l'environnement, a conduit des volontaires sur un marché pour ramasser les plastiques déversés dans la rue et également nettoyer les gouttières. La raison pour laquelle il semble que la plupart des gens ne se soucient pas de l'environnement est que parfois les effets néfastes sur l'environnement ne sont pas aussi tangibles. Ainsi, pour que vous puissiez constater les effets de vos actions sur l'environnement, il faut que cela prenne une ampleur considérable. Par exemple, nous n'étions pas conscients que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce que nous commencions à constater les effets du changement climatique. La Journée mondiale de la Terre est un appel à l'action pour que les individus, les gouvernements, les entreprises et la société civile travaillent ensemble pour un monde plus durable. Nous sommes tous des humains et nous pouvons être négligents dans l'élimination des déchets. Mais le gouvernement peut avoir des agents environnementaux partout pour arrêter les contrevenants. Au Soudan, le conflit militaire qui a débuté il y a un an a conduit à la destruction des hôpitaux, obligeant la famille de Mohamed à parcourir plus de 1000 km jusqu'à Port-Soudan, la ville de l'Est actuellement connue pour sa relative sécurité. Le petit garçon malade en attente d'être admis à l'hôpital n'a pas pu trouver où se loger en ville. Il vit avec ses proches dans la rue. Le conflit nous a obligés à quitter notre ville natale et à nous déplacer. Nous sommes arrivés ici à Port-Soudan il y a une vingtaine de jours pour faire soigner mon fils. Il a besoin de transfusions sanguines et de soins tous les 6 mois. Ce que vit cette famille et d'autres déplacés met en lumière la situation désastreuse du système de santé soudanais, poussé au bord de l'effondrement par un an de conflit. Environ 80% des institutions médicales du pays ont arrêté leurs services. Nous sommes confrontés à une forte augmentation de la demande de services médicaux. Et nous sommes confrontés à un énorme défi en termes de réserve de médicaments et de capacités techniques. Même ceux qui ont la chance de bénéficier d'une consultation médicale, le manque de médicaments reste un problème. La pénurie de médicaments est un problème grave. Nous ne pouvons acheter aucun médicament. Les médicaments courants contre le diabète et l'hypertension artérielle ne sont disponibles que si vous avez un moyen de les commander à l'étranger. Depuis le début de la guerre, plus de 14 000 décès ont été enregistrés au Soudan, tandis que le nombre de déplacés a atteint les 8,2 millions selon l'ONU. Après avoir atteint un pic de 14% il y a un an, la hausse des prix des denrées alimentaires s'est limitée à 5,3% en mars, contre 5,6% en février. Mercredi, l'Agence nationale de statistique a chiffré la hausse à 0,3 points pour atteindre 5,3% sur une estimation globale annuelle. L'annonce intervient à 1 mois et demi des élections législatives où le parti au pouvoir, l'ANC, est en mal de popularité, notamment en raison d'allégations de corruption. L'économie est l'une des principales préoccupations des électeurs sud-africains dans un contexte de chômage élevé, de pauvreté grandissante et de faible croissance. Après 2 mois de hausse, ce ralenti permet le maintien du taux d'inflation dans la fourchette fixée par la Banque mondiale entre 5 et 6%. Vu l'état de notre champ en ce moment, si nous obtenions ne serait-ce qu'un seul seau de maïs, ce serait, je ne sais pas, nous n'attendons rien de ce champ. Les faibles précipitations dans le district de Mazoé ont détruit 1 million d'hectares de maïs.
La sécheresse, selon nos estimations, nous obligera à importer environ 1,1 million de tonnes de maïs pour la consommation humaine et animale d'ici le 31 juillet 2025. Actuellement, le pays importe déjà des céréales d'Afrique du Sud et des stocks supplémentaires devraient bientôt être expédiés du Brésil. L'impact de la sécheresse sera considérable et devrait ralentir l'activité économique et alimenter l'inflation. La demande est énorme et donc les prix ont tendance à augmenter. Mais en termes de notre modèle de tarification, nous conserverons nos marges habituelles et nous ne faisons pas de profit avec ces marges. Le gouvernement zimbabwéen a déclaré qu'il investissait désormais non seulement dans l'atténuation, mais également dans l'adaptation à ce qui est en train de devenir rapidement une nouvelle normalité. En tant que gouvernement, tous les ministères ont désormais l'obligation de veiller à intégrer le changement climatique dans leur budget et leur planification, afin d'offrir 1,2 milliard de dollars chaque année. Le problème n'est pas spécifique au Zimbabwe. La région d'Afrique australe connaît une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, en grande partie provoqués par le changement climatique. Une frappe aérienne israélienne dans le sud de Gaza a tué au moins 9 Palestiniens, dont 6 enfants. Lors d'une réunion d'information conjointe à Istanbul, les ministres des Affaires étrangères de Turquie et d'Égypte ont appelé samedi à la désescalade des tensions au Moyen-Orient. Nous avons prévenu depuis le début que la guerre à Gaza conduirait à l'expansion du conflit et des tensions dans la région. Et nous l'avons vu avec le ciblage de la navigation maritime dans la mer Rouge et ses effets sur l'économie internationale. Et maintenant, nous faisons face à cette tension et à cette escalade militaire entre l'Iran et Israël. Et nous avons appelé les deux parties à faire preuve de retenue et à ne pas glisser vers un cadre plus large de confrontation militaire, qu'elle soit directe ou indirecte. Cela ne sert ni les intérêts du peuple palestinien, ni la stabilité de la région. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a averti pour sa part que ce conflit avait le potentiel de déclencher des divisions mondiales. Si cette crise n'est pas résolue comme elle le mérite, si les Palestiniens ne reçoivent pas l'État, l'indépendance et la souveraineté qu'ils méritent, de telles crises continueront à s'aggraver dans notre région. Les autres pays ne devraient pas croire qu'ils ne seront pas touchés par cette crise, en pensant que cela ne se produira qu'au Moyen-Orient. Comme nous le disons depuis le début, tout ce qui touche à la question palestinienne a le potentiel de déclencher des divisions mondiales, et les déclenche effectivement. La rencontre entre les deux chefs de diplomatie égyptienne et turque intervient après des frappes simultanées attribuées à Israël sur l'Iran, l'Irak et la Syrie. Ahmad Barhoum, un déplacé du nord de l'enclave, a perdu sa fille dans cette attaque. Ils ont bombardé une maison pleine de personnes déplacées, de femmes et d'enfants. Avec le soutien du Programme alimentaire mondial, une boulangerie de la ville de Gaza a rouvert ses portes pour la première fois depuis le début de la guerre. Selon les organisations internationales, 1,1 million de personnes, soit la moitié des habitants de Gaza, connaissent une insécurité alimentaire catastrophique. En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne affirme avoir tué 10 combattants lors du raid de Nour Shams. Plusieurs soldats de Tsahal ont été blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré que l'une des personnes tuées était un garçon de 15 ans, abattu par des tirs israéliens.